la chose suivante. Au départ, dans le cadre du football, les équipes pouvaient jouer sans arbitre. Dans un premier temps, les équipes jouaient sans arbitre. Il n'y avait pas d'arbitre. Et à chaque fois que quelqu'un commettait une faute, il savait qu'il a commis une faute, il s'arrête et on fait le coup de pied et le jeu continue. Par la suite, on a dit qu'il faut quand même un arbitre. Donc plus tard, on a eu juste un arbitre qui officiait et qui gérait le jeu. Et après, on a dit que cet arbitre peut être corrompu. Il faut qu'il ait 2 assistants. Donc on a progressé vers 3 arbitres. Et plus tard, on a dit que 3 arbitres même, c'est insuffisant. Parce que l'homme lui-même devenait de plus en plus complexe. On a dit qu'il faut 4 arbitres. On a mis en place 4 arbitres. Et après, on a dit même ça, ce n'est pas suffisant. Il nous faut la VAR. Et aujourd'hui, même la VAR est en train d'être critiquée. C'est l'homme qui est comme ça, en fait. C'est que plus on avance dans la civilisation, plus ça devient compliqué. Mais ça nous permet de voir au moins des défaillances à un niveau individuel et à un niveau collectif. À un niveau individuel, il faut examiner l'évolution de la personnalité de l'individu. Je suis le professeur Djibi Diakhaté, je suis maître de conférence au département des psychologues conseillers de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça, c'est donc notre travail. Quand on observe l'évolution de la personnalité de l'individu, on voit qu'il y a 7 phases dans cette évolution. La première phase, c'est ce que l'on appelle la phase orale ou phase buccale, parce que la zone érogène se situe au niveau de la bouche. Entre 0 et 18 mois, l'enfant, il sent du plaisir à sucer, à téter, à mordre. On lui donne n'importe quel objet, il a tendance à le diriger vers la bouche, parce que la bouche, c'est son seul organe de plaisir, entre 0 et 18 mois. C'est pourquoi on l'appelle phase orale ou phase buccale, entre 0 et 18 mois. Maintenant, quand cette phase est mal traversée, ça peut être mal traversé parce que l'enfant a été sevré de façon brutale, parce que l'enfant a perdu sa maman à sa naissance, etc. Donc cette phase est mal traversée. Ça va se répercuter sur la personnalité de l'adulte plus tard. C'est un adulte qui va essayer de rattraper cette phase orale qu'il a mal traversée en trouvant toujours un objet à mettre dans sa bouche. Un adulte qui a toujours un objet à mettre dans sa bouche. Ça peut être une cigarette, ça peut être un joint, etc. Après, la deuxième phase va de 18 mois à 3 ans. C'est cette phase-là qui est la phase la plus compliquée. Et il faut que nous nous arrêtions un peu sur cette phase. De 18 mois à 3 ans, cette phase, on l'appelle la phase sadique anale. C'est là que commence la méchanceté. C'est la phase sadique anale qui va de 18 mois à 3 ans. Mais pourquoi? Parce qu'on commence à interdire à l'enfant certaines choses. Et il se rebelle. C'est normal. Les premiers interdits commencent à se poser à 18 mois. Premier interdit, c'est qu'il ne faut plus toucher au sein de sa mère. Le sevrage. Après, il ne faut plus parler d'une certaine manière. Il ne faut plus faire certaines choses. L'enfant se rebelle contre ces premières formes d'interdit. Comment il se rebelle? Il fait montre d'un certain sadisme, qui fait que quand vous jouez avec lui et que vous introduisez votre doigt dans sa bouche, il vous mord. Quand l'enfant a des allumettes, il risque de créer un incendie dans la maison. Quand vous avez un hôte et que vous le laissez dans le salon avec l'hôte, il va lui faire passer un très mauvais quart d'heure. Oui, l'enfant est comme ça. C'est une phase de rébellion, une phase sadique anale. C'est quelqu'un qui développe un certain sadisme. On a connu au Sénégal quelqu'un qui était un brigand et qui s'appelait Ino. Je parle sous le contrôle des FDS ici présents. Ino est quelqu'un qui a perdu ses parents tandis qu'il avait 2 ans. Donc, phase sadique anale, cette phase a été mal traversée. Et quand c'est mal traversé, évidemment, plus tard, l'individu devient un sadique. Vous comprenez pourquoi il y a des problèmes au niveau des réseaux sociaux avec beaucoup d'insultes et de gens qui ne se cachent pas, qui se montrent publiquement et qui insultent. Le plus souvent, c'est une phase sadique anale qui a été mal traversée. Mal traversée parce qu'il n'y a pas eu l'encadrement de la famille pendant cette période-là. Il faut un dispositif de sanction, récompense. Mais alors, que faire de nos enfants de la rue? Mais ils sont des milliers et des milliers d'enfants de la rue qui, à 2 ans, 3 ans, ont été abandonnés par les familles et se retrouvent dans la rue. Mais une phase sadique anale, mal traversée, mal gérée, que voulez-vous, c'est des gens devenus adultes qui se présentent comme de vrais sadiques. Ça va de 18 mois à 3 ans, c'est une phase excessivement sensible où on oublie que l'enfant doit être encadré, doit être minutieusement encadré pour éviter les écarts de conduite plus tard. Après, de 3 ans à 10 ans, c'est ce que l'on appelle la phase phallique. Ça ne nous intéresse pas. La phase phallique signifie sexuelle. À partir de 3 ans,
l'enfant commence à sentir du plaisir avec son organe sexuel. Ça va de 3 à 10 ans. C'est pourquoi à partir de 3 ans, il est préférable de séparer les filles et les garçons. À partir de 3 ans jusqu'à 10 ans, la concentration se fait maintenant au niveau du sexe. Composé de 2 sous-phases, cette phase-là, il y a le complexe d'Oedipe qui va de 3 à 4 ans. Le complexe d'Oedipe, c'est que la jeune fille est plus proche de son père que de sa mère. Et le jeune garçon est plus proche de sa mère que de son père. C'est juste 1 an, c'est 3-4 ans. Après commence l'identification, donc il y a une sous-phase qui va de 4 ans à 10 ans. À partir de 4 ans, le jeune garçon veut s'identifier à son père. À partir de 4 ans. Et à partir de 4 ans, la jeune fille veut s'identifier à sa mère. Vous l'avez vu, à partir de 4 ans, le jeune garçon, si le papa est policier et gendarme, il aime jouer avec un pistolet. Il n'y a rien à faire parce qu'il veut imiter, il s'identifie à son père. Si son père est enseignant comme nous, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui écrit sur les murs. Si son père est des navétanes, certainement il a toujours son ballon. C'est comme ça, en fait. Le jeune garçon veut s'identifier à son père et la jeune fille aussi, à 4 ans, veut s'identifier à sa mère. On les voit, hein, à 4 ans, elles préparent la cuisine. Je ne sais pas si elles jouent à préparer la cuisine, elles vont au marché, elles ont leurs poupées, etc. Donc, la jeune fille s'identifie à sa mère, le jeune garçon s'identifie à son père. Le problème, c'est qu'à 4 ans, lorsque le jeune garçon veut s'identifier à son père et que le père n'est pas là, nous sommes dans une famille atomique père, mère, enfant. Le jeune garçon veut s'identifier à son père, le père est absent. Ou le père est présent, mais on ne sent pas sa présence dans la maison. Ou alors le père est dominé par la maman. Le risque, c'est que le jeune garçon va s'identifier à sa mère. C'est pourquoi l'homosexualité en tant que perturbation psychologique commence à 4 ans. En tant que perturbation psychologique. Maintenant, il se peut que ça ne soit pas une perturbation psychologique. Mais en tant que perturbation, c'est à 4 ans. 10 ans, 13 ans, c'est la première phase de latence. C'est en ce moment-là que l'individu imite. Le jeune garçon imite carrément le parent. Imite carrément le parent à partir de 10 ans, 13 ans, on l'appelle la première phase de latence. Il s'était identifié entre 4 et 10 ans. Entre 10 et 13 ans, il imite. Il fait exactement comme le père ou elle fait exactement comme la mère. Maintenant, de 13 ans à 17 ans, cette phase-là nous intéresse. De 13 ans à 17 ans, c'est la phase d'adolescence. Et on voit, et c'est ça qui me semble important, c'est que les cas de violence déclenchés au niveau du mouvement navétane, ces cas-là ne viennent pas forcément du sport. Hein. Des fois, le sport peut être juste un prétexte, une occasion pour d'autres personnes de perpétrer leur violence et de s'adonner à leur activité. Le mouvement Simol, par exemple, est un mouvement qui n'attend pas le mouvement navétane ou qui n'attend pas la lutte. On cherche juste une occasion. Et en fait, je vous ai parlé des enfants de la rue entre 18 ans et entre 18 mois et 3 ans, phase sadique anale mal traversée. Maintenant, la phase d'adolescence entre 13 ans et 17 ans, mais c'est une phase de crise où l'individu refuse toute forme d'autorité. C'est un moment de crise. Alors, ce moment de crise est un moment qui est excessivement compliqué. L'individu refuse toute forme d'autorité et l'autorité elle-même commence à être perturbée. Un des problèmes que nous avons dans nos sociétés, c'est que quelqu'un comme Fayol appelle l'unité du commandement. L'unité du commandement. Fayol dit que ce n'est pas bon qu'une autorité soit dispersée. Que les unes disent une chose et les autres disent autre chose. Ça crée une perturbation chez les enfants. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'entende sur un minimum aussi. Dans une société, on a besoin... C'est pas possible que quand Fayol parle de l'unité du commandement, il se réfère au modèle militaire. Unité du commandement. On ne peut pas avoir une dispersion de l'autorité. Des voix discordantes. Or, on se rend compte que dans nos sociétés, les voix des fois sont très discordantes. Et même au niveau des autorités. Et ça perturbe, ça crée un problème pour les adolescents, bien entendu, qui se disent alors, puisque nous sommes contre l'autorité, et que l'autorité elle-même ne s'entend pas, c'est la voie idéale pour avoir le type de comportement que nous voulons. Donc là, je crois aussi, entre 13 et 17 ans, cette phase d'adolescence constitue un problème. Nous, les enseignants, nous rencontrons des problèmes pendant cette période-là, entre 13 et 17 ans. On a vu beaucoup de nos collègues enseignter des élèves entre 13 et 17 ans. Parce que justement, des fois, l'élève, la jeune fille, ne veut plus sortir avec ses camarades. Je ne sais pas si la jeune fille veut sortir maintenant avec des personnes âgées. Elle veut sortir avec le prof. Et sa cible risque d'être le prof. Il n'y a pas longtemps, un prof ça fait quelques années quand même, il s'appelait Pierre, parce que les journaux l'avaient écrit, et il avait enseigné 7 élèves dans une même école. Un journal avait mentionné comme titre les 7 coups de Pierre. Parce que le prof s'appelait Pierre. Mais c'est une façon de dire que des fois aussi nous tombons dans le piège de l'adolescence.
Et ça, il faut aussi un travail soutenu. Ça, c'est le niveau individuel. Maintenant, après, il y a la justification. C'est qu'à chaque fois que quelqu'un fait du mal, il faut qu'il trouve une justification. Ce que l'on appelle le triangle de Créteil. On fait le mal. Quelqu'un avait tué sa collègue d'un multiservice. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'est dans la zone de la banlieue. Il avait tué sa collègue d'un multiservice. Et après, il avait dit, parce qu'il avait une cérémonie familiale à organiser. Donc, le triangle de Créteil dit, à chaque fois qu'il y a un forfait, à chaque fois qu'il y a un forfait, 3 éléments sont présents. Premier élément, c'est le besoin. Donc, quelqu'un a un besoin pressant qui s'exerce sur lui. Deuxième élément, c'est l'opportunité. J'ai une opportunité. Et troisième élément, c'est la justification. Je cherche toujours une justification qui me donne bonne conscience. Le niveau individuel. Maintenant, au niveau collectif. Au niveau collectif, il faut voir en fait que nous parlons, c'est peut-être une des recommandations en même temps, nous parlons d'associations sportives et culturelles. Mais de plus en plus aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on parle d'associations de football. C'est-à-dire qu'il y a, même le sport, hein, même au niveau du sport, il n'y a que le football. Il y a un problème aussi. Maintenant, le CLA, on l'a complètement laissé de côté. C'est important la culture. Je crois que c'est bien au niveau, nous en avons toujours parlé, au niveau des ASC, et que depuis quelques années, effectivement, des efforts sont en train d'être faits. Il faut soutenir davantage ces efforts-là en développant le volet culture, le secteur de la culture dans les ASC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ça existait avant des théâtres de quartier, ou des théâtres populaires, ou des thématiques sur la paix, sur la citoyenneté, sur la démocratie, etc. Ces thématiques peuvent être développées à travers des pièces de théâtre, à travers des causeries, etc. Et l'intérêt de cette affaire, c'est de développer des initiatives inter-ASC. Parce qu'il ne faut pas seulement que les ASC se rencontrent au niveau des aires de jeu. Qu'il y ait des rencontres autour d'activités communes, d'activités polarisées, que plusieurs ASC travaillent, par exemple, à nettoyer ensemble un quartier. Que les ASC soient ensemble main à main pour dire nous nettoyons. Nous avons développé une initiative comme ça pendant la Covid, ce que nous avions appelé mon quartier 0K et qui a migré vers Navetan Covid. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est qu'au niveau de la zone de Grand Yoff, puisque j'habite les HLM Grand Yoff, au niveau de la zone de Grand Yoff, il y a 66 quartiers et 19 ASC. J'ai dit, puisqu'il n'y a pas Navetan, moi je vais organiser une compétition Navetan avec l'ONCAV, Navetan sensibilisation contre la Covid. Et donc le district a joué le jeu. On devait voir pendant chaque semaine quel est l'ASC qui a moins de cas de Covid. Et c'est l'ASC qui gagne. Et on a organisé des derbies des fois. Entre deux ASC rivales, au terme de la semaine, quel est l'ASC qui a eu moins de cas de Covid? À travers la sensibilisation, le port de masque, etc. Quel est l'ASC? Et donc, ça nous avait permis, au bout de 3 mois, de donner une grande coupe. Ça a été montré par la télévision, etc. Mais c'était une façon de dire qu'on peut faire... Et après cette affaire, on a dit, on a fait Navetan Covid, ça a marché. Après, les ASC ont dit, mais il faut faire Navetan drogue, il faut faire Navetan, je ne sais pas ce que je veux dire. Oui. Et ça va être une compétition des ASC autour de la lutte contre l'usage de la drogue. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a ce que l'on appelle la guerre économique. Vous allez en France, il y a une école de guerre économique à Paris. École de guerre économique. Et vous sortez de cette école avec un diplôme de guerrier économique. C'est-à-dire que le diplôme qu'on vous donne, moi je suis enseignant à l'université d'Evry à Paris. L'école de guerre économique n'est pas loin de mon université. École de guerre économique. Vous sortez avec un diplôme de guerrier économique. Leur travail, c'est quoi? La France est en relation avec le Sénégal sur le plan économique. Donc on considère que la France est en guerre économique avec le Sénégal. Il faut évaluer ses forces et ses faiblesses. Et à partir du moment où je connais ses forces, il faut faire en sorte que je déstabilise ses forces. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça la guerre, non? En fait, il y a des arts. C'est pourquoi même nous, je suis en même temps le président du conseil scientifique de l'IAM, l'Institut africain de management. Lorsque nous faisons des cours de marketing avec beaucoup de stratégie, j'ai dit qu'il faut appeler les forces de sécurité pour qu'on nous enseigne la stratégie. Parce que la stratégie que l'on enseigne en marketing, que l'on enseigne en organisation des sociétés, cette stratégie-là, elle est d'origine militaire. Ah oui, c'est cela. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dit, nous, notre grande force, c'est les jeunes et les femmes, sur le plan économique. C'est les jeunes et les femmes. C'est notre grande force. Vous prenez le Sénégal, vous avez plus de 71% de la population à moins de 35 ans.
71% de la population a moins de 35 ans. Donc, c'est des jeunes. Après, vous avez les femmes qui sont de grandes actrices économiques, tout le monde le sait. Maintenant, comment faire pour déstabiliser cette force? Pour les jeunes, il faut faire en sorte qu'ils ne s'occupent que de distraction. Il faut faire en sorte qu'ils soient drogués. C'est aussi simple que ça. Et on envoie toutes les formes de drogue de synthèse. Toutes les formes de drogue de synthèse, c'est les ecstasy. On envoie toutes les formes de drogue de synthèse à nos jeunes. Et puis après, on fait en sorte que les autres ne s'occupent que de distraction. C'est ça. Et après, pour les filles, pour les femmes sont de grandes actrices économiques. Mais il faut les détourner aussi de l'activité économique. Une de mes cousines est venue me voir et m'a dit qu'à la fin du mois, je dois prélever 5 millions parce qu'elle participe à une tontine. Et à la fin du mois, c'est son tour, elle doit prélever 5 millions. Et elle m'a dit, si je prends ces 5 millions, je vais à Diaoubé, je vais acheter des produits, etc. Je reviens à Dakar. Et elle me dit, si je fonctionne pendant 5 mois, je vais récupérer les 5 millions que j'avais investis. Je dis que c'est une excellente chose. À la fin du mois, elle est venue me dire, je ne vais plus à Diaoubé. Je vais acheter une voiture. J'ai vu une voiture qui coûte 6 millions. Je vais emprunter 1 million parce que j'ai 5 millions et je vais acheter une voiture parce que toutes les femmes sérieuses ont une voiture. Voilà le problème, en fait, le piège dans lequel on est tombé. Voilà, ça aussi, c'est une question de guerre économique. On développe de nouveaux modèles de consommation, ce que l'on appelle le comportement du consommateur. On développe de nouveaux modèles de consommation chez nos femmes, de manière à les détourner de l'activité économique véritable. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là aussi, monsieur le représentant du ministère de la Jeunesse, il y a du travail à faire. En termes de sensibilisation, en termes d'anticipation, quand c'est urgent, c'est tard. On a tendance à ne gérer que des urgences. Quand c'est urgent, c'est tard. C'est Taylor qui parle comme ça. Donc, à mon avis, il y a un travail à faire au niveau de la culture. C'est un élément qui me semble important. Ensuite, il faut formaliser les structures de supporters. En fait, il faut qu'il y ait une association de supporters connue qui travaille avec les forces de l'ordre. On parle de plus en plus de sécurité collaborative. Ça signifie qu'il faut pas, quand c'est urgent, c'est tard, il faut situer dans l'anticipation. Une structure formalisée de supporters. Comme ça existe dans beaucoup de pays. Une structure formalisée, vraiment formalisée, qui fait que nous avons des responsables des supporters et qui sont connus et qui travaillent avec les forces de sécurité en amont. En amont, ça permet de développer la collaboration. On en a parlé tout à l'heure, c'est une plus grande implication des femmes. Je crois que ça peut jouer un rôle important. La résolution 1325 des Nations Unies considère que les femmes sont les actrices les plus importantes dans la prévention et la gestion des conflits. La résolution 1325 des Nations Unies. Donc je crois que ce serait très bien aussi que les femmes soient davantage impliquées dans le fonctionnement des associations sportives et culturelles. Et puis après, des activités comme les investissements humains, des cours de vacances, des causeries, etc. Dernière chose que je voudrais dire, c'est la formation sur le règlement. Et ça, il faut le faire en direction des encadreurs et en direction des joueurs et en direction des supporters. Des fois, les gens ignorent, je vous assure, ils croient qu'ils connaissent, mais ils ignorent le règlement du football. Oui, ils vous diront que l'arbitre n'a pas sifflé un hors-jeu ou l'arbitre a sifflé un hors-jeu qui ne l'est pas. Ou quelqu'un a tiré un coup franc qui est entré directement dans les buts. Et l'arbitre annule le but. Ça peut arriver, non? Je ne sais pas s'il y a un arbitre ici. Ça peut arriver. Vous connaissez comment on commande? Oui. Donc on peut tirer directement le coup franc. C'est dans les buts et l'arbitre dit c'est pas bon. Oui, par exemple. Donc, et l'arbitre le signale. Il signale que ça, c'est un coup franc indirect en levant la main le plus souvent. Voilà, très bien. Ça, c'est les spéciales. Mais les supporters, les joueurs, des fois, ils peuvent ignorer royalement le règlement. L'encadrement. Donc, je crois que ce serait bien aussi de travailler sur des activités, des causeries sur le règlement, en impliquant, comment on les appelle? Je crois que les arbitres ont des associations. Voilà, oui. En les impliquant, je crois qu'ils peuvent venir faire des leçons avec les supporters, avec l'encadrement, avec les joueurs, pour que les gens connaissent certains éléments, certaines dispositions du règlement. Dernier élément, encore une fois, pour moi, c'est que la violence, le plus souvent, ne vient pas des férus du sport, mais il y a des gens qui utilisent ces occasions pour perpétrer la violence, qui n'attendent que des occasions.
et que toutes les occasions sont bonnes pour les saisir et développer la violence. Le plus souvent, ces gens ne suivent même pas les matchs. Ils sont aux alentours des stades et ils attendent la fin du match pour faire des troupes, de petites troupes de jeunes qui déferlent dans les rues, qui cassent, etc. Parce que c'est juste une occasion pour eux. Donc il faut un travail à faire pour identifier cela et mettre en place un dispositif de remédiation. Je vous remercie de votre attention.